Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64 débats consacrés ce soir à la voile, un sport que beaucoup aiment, un sport propre et écolo dans l'imaginaire collectif, mais qui cache bien son jeu, si l'on peut dire. La réalité est tout autre, avec des bateaux de plus en plus sophistiqués, de plus en plus gros, et un impact sur la biodiversité, notamment sur les baleines parfois. Voile toujours plus vite, mais à quel prix? Nous allons voir qu'il y a une prise de conscience chez les navigateurs. Avec nous pour en parler, Arthur Levaillant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes navigateur, vous avez terminé 4e de la Route du Rhum en 2018 et 2e de la Transat Jacques Vabre en 2017. Gilles Dasgautier, bonsoir, merci d'être avec nous en direct du Havre où ça souffle beaucoup évidemment ce soir encore avec la tempête en cours. Vous êtes le co-directeur de la Transat Café L'Or, ex-Jacques Vabre que je viens d'évoquer. 150 marins vont prendre le départ après dimanche, dans 3 jours, du Havre en France, direction l'île française de la Martinique. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aussi en plein océan Atlantique, Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum. Merci d'être avec nous. Vous faites route vers le Brésil. Vous n'êtes pas là-bas pour une compétition, mais on va le voir pour accompagner un artiste qui est avec vous à bord, qui s'appelle Xavier Veillant, et il va exposer ses œuvres à São Paulo, projet baptisé Transatlantique Studio. Votre voilier s'appelle We Explore. Avant de vous donner la parole, messieurs, on va se pencher sur ces bateaux de course, je le disais, de plus en plus gros, des voiliers parfois baptisés ces Formule 1 des mers de plus en plus sophistiqués. Florent Krebseg est avec nous. Bonsoir Florent. Bonsoir Mohamed. Alors disons-le, on le sait, il y a plusieurs catégories de bateaux. De quoi parle-t-on précisément? Quels sont ces bateaux? Alors, il y a 2 catégories de bateaux, les monocoques et les multicoques. 4 classes de bateaux vont se retrouver sur la ligne de départ dimanche de la Transat. 4 niveaux de technologie différentes. Chez les multicoques, nous avons les Ultimes, les Ocean 50 et pour les monocoques, les IMOCA et les classes 40. Les Ultimes, ce sont les maxi trimarans de près de 30 mètres, le NEC plus Ultra. Ils peuvent atteindre 100 km/h, prix du bateau neuf environ 20 millions d'euros. La classe IMOCA, c'est le top des monocoques. 18 mètres, 75 km/h. Un IMOCA neuf pour votre prochain départ en vacances, Mohamed, c'est entre 5 et 7 millions d'euros. Ouais, je ne suis pas sûr, Florent, de pouvoir rassembler la somme d'ici les prochaines vacances d'été. En tout cas, ça vaut une fortune. Cette course à la technologie pour les courses au large, elle touche quel domaine? Alors, nous allons d'abord parler des matériaux. Il faut trouver des matières qui assurent la légèreté et la robustesse en même temps. La fibre de carbone, c'est 70% des matériaux d'une Formule 1, par exemple. Mais on trouve aussi sur ces bateaux du Kevlar, notamment, et du Normex, qui sont des fibres synthétiques. Nous avons les foils. Les foils, il y a 40 ans, le grand Éric Tabarly a popularisé ces ailes en carbone qui permettent aux voiliers de quasiment voler au-dessus des eaux. Ce vol étant très précaire, il faut un pilotage hyper précis, donc il faut avoir recours à un pilotage automatique haute résolution, capable de gérer les données du bateau en 3 dimensions. Et puisqu'on est en train de parler d'électronique, ces voiliers sont aujourd'hui équipés de matériel sur mesure, comme des traceurs sondeurs, des radars, des stations météo embarquées, des caméras thermiques et une multitude de fibres optiques. On parlait d'Éric Tabarly il y a quelques instants. Eh bien, je vais vous présenter son poste de pilotage. C'est sommaire. La chaise que vous voyez ici est une chaise piquée à une moto, une Harley Davidson. C'était le bateau Penduick de Tabarly. Je vous montre maintenant ce qu'est un cockpit de pilotage actuel. Guillaume Gatefet a photographié Charlie Dalin dans son IMOCA. Vous voyez qu'on n'est plus très loin du cockpit d'un avion. Ici, le siège est moulé à la forme du corps du skipper, siège qui s'incline en fonction des mouvements du bateau. La conception, les travaux et les maintenances de ces voiliers engagent des ingénieurs, des techniciens hautement qualifiés, des chantiers, des structures énorme. Exemple donc ici, nous voyons grâce aux images du magazine Voiles et Voiliers, le multicoque Sodebo en pleine réfection. Il sera remis à l'eau l'été prochain après la fixation d'un nouveau carénage et le remplacement des fameux foils. Merci Florent pour ce point complet. Et évidemment, ces vaisseaux en pleine mer, en plein océan permettent de réaliser des records du monde, mais il y a l'envers du décor, on le disait. Arthur Levaillant, avant même de prendre la mer, traverser les océans, ces bateaux ont un coût important pour l'environnement. Vous, navigateur, vous le dites?
Bah oui, alors c'est des bateaux qui sont. On a un impact comme toute activité humaine. Et ce qui est intéressant et important, c'est quelle trajectoire on doit prendre tous ensemble. La voile est un sport magnifique. La voile est un sport qui a beaucoup de chance, qu'il utilise le vent pour jouer, pour se déplacer. Après, on doit ensemble construire un futur souhaitable pour ce sport. Et on s'y attelle avec quelques autres navigateurs, dont Bilou, dont François Gabard. Dont... Ouais. Et la construction d'un IMOCA, ça équivaut en CO2, la consommation électrique de 300 foyers français annuels. Ça génère aussi une tonne de déchets, une tonne de déchets plastiques, et ça génère une extraction minière équivalente à 130 voitures électriques. Roland Jourdain, la composition des bateaux, leur fabrication, ça a un coût, on le disait. Vous en prenez de plus en plus compte, la mesure en tout cas? Pardon, je crois que je vous ai pas très bien reçu. Non, je dis à Roland Jourdain, on voit, c'est un coût pour notre planète, ces bateaux, ces bijoux technologiques qui aident à battre des records. Mais on imagine que vous-même, vous commencez à en prendre un peu conscience. Ah bah oui, ça tombe bien, on est encore jeune. Bah moi, ça fait une quinzaine d'années que ces sujets-là m'interpellent. On a été les premiers, nous, dans notre écurie, Kéros, à faire le bilan carbone de notre activité. En fait, combien coûte à la planète un tour du monde illustré, donc en passant par la construction d'un bateau, la vie d'une équipe, la vie des actions sponsoring, de tout ça. Donc oui, ça a un coût, mais tout a un coût dans la vie. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est au sein de notre métier, de nos passions, de ce qu'on savait faire, essayer de faire des progrès. Globalement, dans la façon de gérer notre vie d'entreprise, et plus techniquement, nous, au travers des matériaux, justement. Et Gilda, qui est au Havre, alors moi, j'y suis pas, effectivement, je suis vers le Brésil, là, mais sur We Explore, sur notre bateau en fibre de lin, du bon lin normand, ramener de la fibre végétale, ramener des techniques et des structures, des choses que la nature sait très bien faire toute seule depuis des millénaires, le ramener à nos savoir-faire et à nos technologies du troisième millénaire, avec un objectif d'être moins impactant sur l'environnement. Oui, et vous m'avez fait la transition. C'est clairement une préoccupation. Et vous m'avez fait la transition avec la Normandie, où nous attend Gildas Gauthier. Gildas, donc co-directeur de cette Transat qui part dimanche. J'aimerais vous entendre aussi à ce sujet, avant évidemment de poursuivre dans ce 64 débats sur d'autres thématiques, mais sur les bateaux de plus en plus performants, on imagine qu'il y en aura sur le départ au Havre, direction la Martinique. Vous le dites, vous assumez, ils sont quand même, quoi qu'on dise, de plus en plus énergivores. Oui, oui, bien sûr. On a 148 duos qui vont partir, c'est 74 bateaux dans les 4 classes qui vous ont été présentés tout à l'heure dans le propos liminaire qui était très bien fait. Peut-être juste quand même dire à Bilou, c'est bien de voir Bilou traverser l'océan. Il est mieux là où il est, même si le ciel est un peu chargé, que le Havre en ce moment où il souffle très fort. Ouais. Bon. Bien sûr que les bateaux consomment de l'énergie. La plupart des activités humaines consomment de l'énergie. On est tous en train de à chercher à faire des progrès. On a beaucoup de réflexions. Il y avait une opération qui était organisée par la Fédération française de voile pour mettre tous les acteurs de la filière course au large, organisateurs, chantiers, teams, classes, dans ces réflexions, et beaucoup conduisent des réflexions avec des choses plus ou moins abouties, mais c'est important de dire aussi que la course au large, elle est inspirante. Donc, on a quand même beaucoup d'acteurs qui ont conscience de ces choses-là, et beaucoup d'acteurs qui portent des causes et travaillent. Tous nos bateaux. Alors, Gildas Gauthier, vous avez déjà décidé une mesure concrète. Moi, je l'ai appris en préparant ce débat. Je ne savais pas que les voiliers revenaient à bord de cargo. Évidemment, les navigateurs prennent l'avion, parfois pour rentrer. Mais là, vous, par contre, tous les voiliers vont devoir revenir de la Martinique, pas par cargo. Oui, on a des mesures concrètes, on a un certain nombre. Bon, déjà, tous les skippers ont l'obligation de faire le bilan carbone de leur projet avant le départ de la course, et puis de le complètent à l'arrivée, après leurs activations éventuelles en Martinique. Et effectivement, mais beaucoup le faisaient déjà, mais certains avaient encore des difficultés. L'écosystème n'était pas complètement prêt, et on travaille avec les classes depuis longtemps. Et sur cette édition, effectivement, c'est devenu possible. Et donc, quand on s'inscrit sur la Transat Café L'Or, on a l'obligation de rentrer à la voile, et le bateau ne peut pas rentrer en cargo. À une dérogation près, évidemment, si le bateau a subi trop d'avaries et
qu'il n'est pas capable de reprendre la mer, il pourra déroger à cette règle. Mais voilà, je parlais de prise de conscience, il y a aussi des actes concrets. Arthur Levaillant, j'aimerais maintenant qu'on évoque aussi l'impact sur les écosystèmes, la biodiversité, notamment sur les animaux marins. Le journal français L'Équipe a interrogé récemment des marins sur un secret dont ils sont peu nombreux à vouloir parler. Je cite L'Équipe, les terribles blessures parfois causées aux cétacés par leur sport et les solutions qui existent pour éviter les drames. Et vous avez cette phrase, vous dites... Si je l'avais vu mourir, je ne sais pas si je m'en serais remis. Si je l'avais vu mourir, c'est quoi? C'est une baleine? Racontez-nous. Alors oui, en rentrant de la route du Rhum, j'ai tapé aux Açores sans savoir très bien ce que c'était parce qu'il faisait nuit. Et donc, on a des différentes suppositions. Ça peut être du bois, et ça peut être un cétacé aussi, une baleine. Ça, j'aurais jamais la réponse. En revanche, on a de plus en plus de protocoles qui arrivent parce que c'est vrai que nos bateaux tapent. Ça arrive. Donc, on a des zones qui sont interdites maintenant à la navigation pour le Vendée Globe, pour la route du Rhum, pour la Transat Café d'Or, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a différentes choses qui sont mises en place aussi. Et c'est sûr que c'est des choses qui arrivent et aucun marin qui a tapé n'avait envie de le faire, mais c'est comme ça arrive. Et c'est un sujet dont vous avez parlé à Nice au mois de juin. Vous avez participé à la conférence de l'ONU sur l'océan. C'est important de bien nommer les choses pour ensuite trouver des solutions. À Nice, on a aussi porté un autre projet qui s'appelle Athlete for Science, qui est que pour pousser aussi les marins et les athlètes dans tous les sports à se former aux enjeux et à mieux comprendre le monde pour mieux s'engager, et donc de travailler de manière plus étroite et beaucoup plus proche avec des scientifiques, avec des océanographes, avec des bioacousticiens aussi. Il y a différentes organisations qui travaillent là-dessus. Vraiment. Vous dites qu'il faut reconnecter en fait toutes les sphères de la société. Et d'ailleurs, pourquoi pas les artistes? En tout cas, c'est le choix de Roland Jourdain. Roland Jourdain, racontez-nous ce projet, disons-le, atypique et original que vous menez avec un artiste. Alors en plus, je pense qu'il crée aussi sur votre bateau avant d'exposer à São Paulo. Oui, on a une expédition et un voyage atypique et on a un artiste très courageux avec son équipe ici à bord, parce que Xavier Vélan, on s'est rencontrés sur ce thème, sur ce qui fait l'émission, sur comment décarboner, quel est le sens de nos actions, de nos métiers, et qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à donner du sens dans un cadre de limitation des ressources planétaires, etc. Et Xavier ne voulait plus transporter ses œuvres en avion. Et puis on se rencontrant We Explore, et il s'est dit mais j'aimerais bien aussi créer à bord. Et donc le 8 novembre à Sao Paulo, il a le vernissage de son exposition. On est parti le 5 octobre de Concarneau, et puis l'équipe crée à bord et crée. Alors on est dans la sculpture, on est dans la peinture, on est dans la vidéo, on est dans un monde qui m'est complètement étranger mais qui est fabuleux parce qu'on croise nos regards et on échange. Et à bord, on est dans la même philosophie de sobriété, d'efficacité, d'essentiel. Et vous verrez peut-être des images de la scie à ruban à pédale et du tour à bois à pédale. Vous arrivez quand Roland Jourdain, au Brésil? On arrive vers le 30 octobre à Santos, près de Sao Paulo. Ouais, dans quelques jours. Et par contre, juste, je ne veux pas vous poser une question piège, mais vous allez rentrer comment tous les deux? Et on rentre en bateau, la même équipe rentre en bateau, et Xavier, c'est là où c'est hyper courageux et hyper engagé, parce que c'est quand même pas, même si We Explore, c'est un bateau sympa, le Chandelin est très confortable et tout le monde s'y sent bien, mais l'Atlantique aller-retour, c'est pas de la rigolade, surtout quand on vise un retour mi-décembre. Et là, franchement, un grand chapeau à Xavier. Je crois que communément, on a à peu près le même âge, on a des parcours évidemment bien différents, mais les mêmes questionnements et la même envie encore une fois, de donner du sens, d'impulser, d'émerveiller. Gildas Gauthier. Et il y a tant à faire. Et pour rejoindre ce que disait Arthur, parce que Arthur est un élément clé. On a perdu Bilou. En avant, je voudrais... Une petite liaison capricieuse. Gildas Gauthier, au Havre, en Normandie. Départ dimanche donc, de cette Transat Café. Je signale quand même que ce n'est pas nouveau pour la Transat qui s'appelait Café l'Or, puisqu'en 2011 déjà, vous aviez été reconnu éco-responsable et éco-conçu par l'ADEME. C'est l'agence française en charge de la transition écologique. Quelles mesures d'autres pouvez-vous nous citer? On vient d'évoquer notamment l'écosystème, les écosystèmes, la biodiversité. Ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte aussi
aussi, on n'a pas parlé du bruit notamment. Est-ce que ça doit représenter pour les animaux, les poissons qui se trouvent sur le passage des voiliers ? Alors le travail sur les voiliers proprement dit, c'est pas véritablement celui d'une organisation de course. Ça va être plus celui des teams et des classes. Nous, on travaille effectivement sur. Alors deux choses, vous avez raison. On travaille sur nos plans de réduction d'impact. On travaille beaucoup aussi sur les mobilités, sur comment est-ce que les visiteurs viennent au Havre voir tous ces bateaux dans le bassin palatine. L'essentiel pour nous, enfin pendant très longtemps, vous l'avez dit depuis les années 2009, on travaille sur la réduction de nos impacts. On n'est pas parfait, hein, il faut le faire avec humilité parce que on continue à produire des choses qui sont pas complètement nickel, mais on essaie de progresser édition après édition dans une forme de meilleure maîtrise de l'ensemble des impacts que peut produire un événement. Ouais. Pendant longtemps, on a essayé de le faire dans la plus grande discrétion possible. On avait peut-être un peu peur du greenwashing. Et en fait, on comprenait pas réellement qui on était. Et on est des gens qui parlons à beaucoup de gens. Les coureurs, les teams, la course au large, les organisations. On va avoir 600 000 visiteurs sur le village, on va avoir beaucoup de journalistes qui vont être accrédités. Et en fait, la course au large, c'est aussi une occasion de prise de conscience, de prise de parole sur des responsabilités sociales et environnementales. Et désormais, on utilise notre événement, bien sûr, avec des réductions d'impact concrètement, mais aussi comme une sorte de chambre d'écho, comme une plateforme pour faire prendre conscience des limites planétaires. Ouais, donc effectivement, c'est tout un monde maintenant qui prend conscience. En 2022, déjà, Arthur Levaillant, le skipper Stan Turette, a déclenché un coup de tonnerre dans votre sport en annonçant qu'il arrêtait tout simplement l'activité de marin pour des raisons écologiques. Il faut réduire la voiture, dit-il. Vous continuez, mais différemment ? Moi, je fais une pause aussi en ce moment en partie en raison des collisions qu'on a avec les cétacés. J'aimerais qu'on trouve des solutions techniques. Ouais, vous, c'est votre sujet, en fait. J'en ai plein d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me traumatise aussi un peu. Et j'aimerais qu'on trouve des solutions. Il y a plein de choses qui avancent, qui bougent. Il y a beaucoup d'argent qui est mis. Il faudra en mettre un peu plus. Ouais. Mais est-ce que c'est pas... On pourrait le dire aussi de beaucoup de sports, c'est vrai, mais est-ce que lui, d'ailleurs, le marin que je viens de citer, Stan Turette, il dit pas que ce que j'ai cité, il dit aussi, tant que nous ne remettrons pas en question la finalité de la course au large, c'est-à-dire les classements, j'ai peur que les évolutions restent à la marge. Forcément, c'est un sport qui est fait pour battre des records aussi, il ne faut pas le cacher, et c'est quand même le Graal de battre un record, ou en tout cas de gagner le Vendée Globe, par exemple, ou cette Transat. C'est magique. Mais comment on fait, en fait? Est-ce qu'il ne faut pas changer la philosophie aussi Mais on vit une époque où on a besoin de se réinventer aussi. On vit aussi une époque formidable pour ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver des solutions, d'être créatif. Et donc, on peut aussi réinventer des nouveaux concepts de performance. La vitesse fait partie d'une performance, mais on peut aussi dire que l'impact environnemental pourrait faire partie d'une performance aussi, dans la consommation d'énergie à bord, dans la globalité d'un ensemble d'un Comme il y a le fair play dans d'autres sports, on peut mettre aussi un facteur écologique. Oui, bien sûr. Et c'est en train d'arriver. Et tant mieux. Et ça, c'est lié à des prises de parole de Stan, à son livre, à des prises de parole de Bilou et à des actions concrètes qu'il a mis en place. Vous avez subi des critiques ou pas parfois, non? Mais bien sûr qu'on subit des critiques parce qu'on a... Non, mais je veux de preuves de vos confrères. Mais bien sûr, parce que c'est compliqué de changer aussi, de sortir de ses œillères et de se dire voilà. Le paradigme, comme on dit souvent, il faut. Et c'est un sport qui véhicule tellement de belles images et qui utilise le vent pour continuer pour faire du. C'est pas qu'un sport, c'est une aventure aussi. C'est aussi une aventure. Ouais. Et on a besoin de bien nommer les choses. Et ça, c'est compliqué de le faire quand on fait ce petit pas de côté, il est toujours compliqué et les petits camarades ont du mal parfois à l'entendre. Mais il y en a, je veux dire, tout le monde voudrait avancer dans la bonne direction. C'est que quand on est au cœur d'un projet, c'est parfois compliqué de le faire. Donc, c'est aux sportifs d'être plus responsables, c'est aux organisateurs de courses d'être plus responsables. Ils le font, là on le voit avec Gilda. C'est aussi aux fédérations sportives, aux sponsors et aux politiques de mettre en place des règles et des normes qui nous permettront de continuer à faire ce sport magnifique dans les années qui viennent. Un sport magnifique. Roland Jourdain, qui se rapproche jour en jour du Brésil. Roland, quel conseil donneriez-vous aux plus petits, à celles et ceux qui sont dans des écoles de voile aujourd'hui? J'ai aucun conseil à leur donner, si ce n'est prenez du plaisir et mesurez la chance que vous avez de pouvoir pratiquer ce sport, cette activité, cet univers qui est l'univers du vivant d'abord, avant d'être l'univers de la glisse. Et moi qui a 60 ans, suis en thérapie sur le ralentissement. Surtout, n'allez pas trop vite pour découvrir ce qu'on a sous nos dérives, sous nos coques, sous nos safrans. Ce monde du plancton, ce monde de la chaîne alimentaire, qui sans elle on ne vivrait pas, et qui est à la fois Avatar, Disney, et
c'est, je crois, le plus beau, le plus beau message. C'est émerveillons-nous de ce sur quoi nous flottons. Allez, un autre grand marin nous a rejoint, François Gabard. Vous êtes vous aussi au Havre où vous avez présenté votre tout nouveau projet Vela. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vainqueur notamment du Vendée Globe 2012-2013, de la Transat Jacques Vabre en 2015, deuxième de la Route du Rhum en 2022. Sacré palmarès. D'abord, peut-être quelques mots avant de parler de votre projet sur le sujet de ce débat. La voile, un sport pas si propre et si écolo qu'on le dit. Que pouvez-vous nous dire et est-ce que vous-même, en tant que marin, vous avez eu une évolution à ce sujet ? C'est en effet des questions qu'il faut se poser. Je pense que toutes les activités humaines ont des impacts et la course au large a des impacts, mais je pense qu'elle peut aussi avoir des impacts positifs. Elle fait rêver des gens, on fait du spectacle, il y a des émotions qui sont générées avec nos courses et on crée aussi des solutions qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines et c'est ce qu'on fait avec Vela. On s'appuie sur ce qui est fait en course au large, que j'ai pu développer ces dernières années sur nos grands bateaux et aujourd'hui on propose une solution de transport maritime à la voile. Et c'est là où je trouve que ça crée du sens. Certes, on a un impact à la base, mais on peut générer des activités qui, elles, sont positives et dont la société a besoin aujourd'hui. Du fret maritime à la voile, c'est un sacré défi, un projet un peu fou, non ? Ouais, c'est un petit peu fou peut-être, comme la course au large. De toute façon, il faut un petit peu de folie. On va appeler cette folie de la passion. J'ai une réelle passion évidemment pour la mer, mais aussi pour les bateaux. Et voilà, et j'ai eu des rêves très forts en course au large qui continuent aujourd'hui avec les bateaux de Mer Concept qui continuent à naviguer. Et j'ai aussi des rêves de transfert de cette course au large vers le maritime. On peut transporter des biens, on peut transporter des personnes. Et là, le sujet de Vela, en effet, c'est de proposer une ligne maritime entre la France et les États-Unis en transportant donc des marchandises. On fait du fret de marchandises. Des médicaments notamment, vous avez commencé. François Gabard, je vois que vous avez signé un partenariat avec un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Vous avez déjà commencé à transporter des médicaments ? Alors, le bateau est actuellement en construction. Le trimaran Vela est en construction dans un chantier australien qui a donc un atelier aux Philippines. Et donc, on est à peu près à la moitié de la construction du bateau. Le bateau va être en activité commerciale à partir de la fin de l'année prochaine. Et par contre, on a la chance déjà signer des contrats. Il y a en effet nos clients qui nous font confiance, qui embarquent quelque part avec nous. Et donc, on aura la chance en effet de transporter en partie dans ce cas-là des médicaments entre donc l'Europe et les États-Unis, et c'est un contrat important pour nous et dont on est très fiers. Donc voilà, ça avance, on continue à signer des contrats. Merci. Et en parallèle, vous voyez le bateau, là, les images du bateau, on est très fiers de continuer à avancer sur la construction du bateau. Merci beaucoup. Image 3D donc de votre bateau et de votre projet du fret maritime. Donc voilà, c'est possible. On a aussi Roland Jourdain qui lui transporte un artiste direction le Brésil, Xavier Veillant. Merci Roland Jourdain, François Gabard. Merci également à vous Arthur Levaillant d'avoir été avec nous et Gildas Gauthier au Havre également. Très bonne course à vous. Coup d'envoi dimanche donc, Le Havre, direction Martinique, la Martinique. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous.